Double Monde, podcast. Je suis sorti de l'école, j'ai eu mon bac, etc. Mais je suis encore victime de ce harcèlement scolaire. Comment je peux inverser la tendance et en faire une force? Et comment je peux devenir acteur finalement de ce changement et que mon expérience puisse servir à d'autres? À 18h, je me connecte sur Facebook en direct. Je m'adresse très solennellement à Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer pour dire voilà ce que c'est la réalité du harcèlement scolaire, voilà jusqu'où ça mène. Je suis prêt en tout cas à m'engager contre ce harcèlement scolaire et faire des choses. Début 2018, je crée l'association Hugo. Dépression, anxiété, anorexie, chômage, difficultés au travail ou dans le couple, le harcèlement scolaire peut avoir d'importantes répercussions sur la vie des victimes à l'âge adulte. Selon une étude publiée en avril 2021 par un groupe de chercheurs de 3 universités anglo-saxonnes, Lancaster au Royaume-Uni, Wollongong et Sydney en Australie, souffrir de brimades à répétition à l'école augmenterait de 40% le risque d'être victime d'une maladie mentale dès l'âge de 25 ans. À 18 ans, Hugo a lui décidé que cette fatalité devait être enrayée. Pour se sauver lui-même et aider les autres, il a fondé son association Hugo. D'abord seul, en lançant un cri d'alerte aux politiques, puis en s'entourant de bénévoles dévoués à la cause. Parmi ces bénévoles, de jeunes gens harcelés ou non, mais aussi des parents qui refusent que leurs enfants et ceux des autres vivent encore et toujours dans la peur. Bienvenue dans Je te crois, saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà Élodie Roux-Bézieux, vice-présidente de l'association Hugo. Donc nous sommes aujourd'hui avec Élodie, qui est vice-présidente de l'association Hugo et qui va témoigner de son expérience de maman qui a finalement vécu à travers ses filles, la question du harcèlement scolaire. L'idée donc c'est de faire le point un petit peu, d'expliquer au quotidien l'association comment ça se passe, que c'est pas forcément facile tous les jours d'être au contact des familles, que c'est un engagement fort. C'est aussi une aventure finalement avec des hauts et des bas, des réussites, parfois des difficultés, parfois des échecs, mais que toujours c'est l'engagement qui finalement qui anime, qui permet de garder cette volonté d'avancer et de construire. Donc moi ce que je te propose, Élodie, c'est peut-être te présenter quand même aussi aujourd'hui qui tu es, que fais-tu. Donc Élodie Roux-Bézieux, je suis vice-présidente de l'association Hugo, comme tu l'as si bien dit. J'ai 44 ans, maman de 2 enfants, ancienne élue, parce que ça compte aussi. On se retrouve à Paris du coup, alors qu'elle, la SO est à Lyon. Ça fait bizarre dans un hôtel parisien. Pour remettre dans le contexte, on s'est rencontrés grâce à ma directrice d'école à l'époque, qui donc me soutenait dans mon projet associatif et s'est dit tiens, je vais vous présenter tous les deux parce qu'il y a une histoire à raconter et quelque chose à construire autour de ça. Et effectivement, on s'est rencontrés parce qu'il y avait une circonstance qui a fait que les connexions étaient là. C'est l'histoire de Camille qui a été une enfant harcelée et qui, au bout d'un moment, me dit, quand elle est sortie de la spirale du harcèlement, il y a un moment, maman, où tu ne peux plus m'accompagner dans ma reconstruction et j'ai besoin d'avoir des échanges avec des enfants qui ont été harcelés ou des jeunes qui ont été harcelés. Et arrive Sylvie qui me dit, j'ai un petit gamin dans ma promo, là, il a créé une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Vous devriez vous rencontrer parce qu'il y a des choses à faire. On a échangé sur l'histoire de Camille, on a échangé sur ton histoire à toi. Et puis après, Camille et toi, vous vous êtes rencontrés tous les deux. J'étais pas là. Elle t'a dit un certain nombre de choses. Elle a pu échanger avec toi et ça lui a fait énormément de bien. Et d'ailleurs, même à plusieurs reprises, je m'en souviens qu'on a échangé avec Camille dans sa reconstruction. Et finalement, cette histoire, c'est un peu l'histoire qu'on fait tous les jours au quotidien avec l'association, cet accompagnement. Alors là, c'est moi qui l'ai réalisé, mais on a donc de nombreux bénévoles pour cela. Mais on a aussi les thérapeutes. Et ça, tu l'avais donc fait pour Camille. Tu avais mis en place un accompagnement pour Camille aussi en parallèle, en amont. Parce que seule l'écoute bénévole ne suffit pas. Au quotidien, c'est un petit peu ça finalement qu'on fait avec l'association. C'est soutenir les familles, certes les victimes, mais aussi les familles, parce qu'on a beaucoup échangé aussi, je m'en souviens, sur toi, comment est-ce que tu pouvais aussi aider Camille au quotidien, comment tu pouvais la soutenir, comment est-ce que c'était difficile peut-être parfois aussi. Il y avait là aussi
des hauts et des bas parce que c'est pas simple. Ça pèse finalement le harcèlement scolaire dans la famille Ça et pourrit dans la vie fratrie. de la famille. Moi, ça m'a pris la tête pendant un certain nombre de temps. Encore aujourd'hui, je vis avec la peur au ventre de rentrer un jour et que Camille ait fait un geste fatidique parce qu'elle s'est retrouvée dans une situation qui lui a rappelé sa situation de harcèlement antérieur. Il y a plusieurs étapes pour les parents. Il y a une étape où c'est la découverte. Et là, on est paumé parce que on a beau nous dire qu'il y a le 30-20, qu'il y a le 30-18, etc. Moi, à mon époque, c'était en 2018. Ces numéros-là, ils étaient totalement inconnus. Quand je les ai connus, j'ai appelé le 30-20. J'ai eu un appel totalement administratif alors que j'attendais de l'écoute, j'attendais du conseil et j'ai rien eu de tout ça. Et c'est là aussi où je me suis dit mais c'est pas possible, il faut faire avancer cette cause. On a des enfants qui souffrent, on a des enfants qui vivent des situations qui sont anormales et je tiens à dire que ces situations sont anormales, inacceptables. J'étais en révolte totalement. Et quand je vois comment s'est conduit l'éducation nationale au niveau de l'établissement de Camille, c'est-à-dire qu'un directeur s'est permis pendant 2 ans, alors que j'étais présidente d'une association de parents d'élèves, de cacher la situation, d'interdire à son personnel de m'en parler, je trouve ça juste hallucinant. Et qu'en plus, ce directeur ne puisse pas être puni pour ce qu'il a fait. C'est juste dingue. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation nationale est un gros machin. Certes, il y a des directeurs qui sont super bien. Et moi, je veux rendre hommage au directeur de l'établissement scolaire qui a accueilli mes 2 enfants, qui a été formidable. Vraiment dans la bienveillance, dans le soutien total des enfants. Et ça aide les parents d'avoir un corps éducatif comme ça. Donc finalement, quand on s'est rencontrés, quand on a échangé, que j'ai échangé avec Camille, qu'est-ce qui a fait finalement ce passage de je suis finalement maman d'une victime et qui échange du coup avec une ancienne victime à je m'engage pour l'association? Parce que ce qu'a vécu Camille est tellement fort, tellement inadmissible, tellement inacceptable que je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas que des personnes qui ont la possibilité de faire des choses ne fassent pas les choses. Adhérer à l'association, ça a été aider Camille, ma première motivation. Ma deuxième motivation, ça a été de faire bouger les choses. Et ma troisième motivation, là, elle est plus personnelle, c'est effectivement de dire au directeur d'école, plus jamais ça. Ouais. Je ne vous laisserai plus jamais faire souffrir un enfant comme vous l'avez fait. Et par directeur d'école, tu entends bien sûr celui à l'époque de Camille. Celui-là. Mais Qui est encore directeur d'école et qui est encore... voilà. Mais aussi, même, je pense au global, finalement, c'est un message que tu adresses à l'ensemble des directeurs d'école, finalement, aussi un petit peu. Bien sûr. Au-delà de celui donc, de Camille, que Camille avait à l'époque, c'est à l'ensemble des directeurs d'établissement de dire que plus jamais le harcèlement scolaire, plus jamais il doit se tolérer dans l'établissement scolaire. Et qu'ils ont une responsabilité immense qu'ils doivent assumer. Leur rôle premier au directeur d'école, c'est de protéger les enfants qu'ils ont sous leur responsabilité. Nous sommes des parents et nous leur faisons confiance. Les enfants passent plus de temps avec eux qu'avec nous. Donc ils ont un rôle primordial. Moi, Camille m'a dit une phrase terrible qui a entraîné d'ailleurs le changement d'école de Camille du jour au lendemain. Maman, je n'ai plus confiance dans le directeur pour me protéger. Ce jour-là, c'était fini parce qu'il avait failli. Comme tu expliques la chose, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté au plus profond de toi de faire avancer les choses. À ce moment-là, c'est vrai que quand on se rencontre, moi je suis encore dans cette démarche-là aussi de dire, je suis encore dans ma reconstruction aussi, et ça passe par l'association. C'est 2 vécus, c'est-à-dire le vécu de maman, le vécu de parents, le vécu d'anciennes victimes, qui fait qu'on a réussi aussi à porter l'association, parce que c'est un témoignage fort qui n'existe pas aujourd'hui. On est la seule association qui porte ce message d'anciennes victimes et de parents, de victimes. À ce moment-là, qu'est-ce que ça te fait, toi, du coup, de dire qu'on arrive aussi à porter cette parole-là? Écoute, je crois qu'ensemble, on a réussi à faire des miracles, notamment avec cette... 2019. En 2019, avec l'inscription du droit à la scolarité sans harcèlement dans le Code de l'éducation, avec ce rapport d'Erwan Balanan, qui reprend un certain nombre de nos propositions.
Je crois qu'on peut être fier de ce qu'a fait l'association. Aujourd'hui, je crois qu'on manque sérieusement d'écoute de la part de Jean-Michel Blanquer en lui-même. Et je pense que si on pouvait lancer un appel, Bien sûr. non pas d'être reçu par ses services, mais d'être reçu par lui-même. Et entendu. Juste pour nous écouter. On a été reçu par le recteur de l'Académie de Lyon pour faire avancer les choses. On a eu un excellent rendez-vous. Ouais. Et que maintenant, il faudrait qu'on aille au-dessus. Et surtout, qu'on nous écoute, parce que je pense qu'on a des choses à dire par rapport à d'autres. Moi, ce qui m'a stupéfiée quand j'ai rejoint ton association, c'est ce manque de coordination, de fédération entre les associations. J'en pense particulièrement à une association qui est en guerre contre nous. Et je ne comprends pas bien pourquoi. Pourquoi elle fait la guerre? Pourquoi elle est contre nous? Pourquoi elle fait en sorte que nos projets sautent? Elle est très bien avec le ministère de l'Éducation. Et elle fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir accès à ce ministère, on ne puisse pas avoir accès à Brigitte Macron. Je ne comprends pas pourquoi cette haine. Alors certes, elle a vécu quelque chose de dramatique. Mais si on se combat tous ensemble, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on puisse faire avancer les choses. Le seul intérêt qu'on a tous à se fédérer, il n'y a qu'un seul intérêt qui compte. Ce n'est pas l'intérêt de nos associations. C'est l'intérêt de l'enfant. Et de faire en sorte qu'il puisse reconstruire, qu'il puisse trouver un lieu d'écoute. Et que ses parents puissent aussi trouver un lieu d'écoute, un lieu où on les soutient, un lieu où on va les accompagner dans le parcours de combattant qu'est le parcours d'un parent d'enfant harcelé. Et d'ailleurs, à ce titre, l'association Hugo a créé l'Observatoire national du harcèlement à l'école, au collège et au lycée en mai 2021 pour essayer de créer cette dynamique de fédération. On regrette que cette association en question n'ait pas accepté de rejoindre cet observatoire. Mais le constat surtout qu'on peut faire, je crois, c'est qu'en France, on oublie l'après-harcèlement. On fait beaucoup de prévention, de sensibilisation, mais à partir du moment où un enfant est victime de harcèlement, il y a un peu un vide, mis à part ce 30-20, mais qui est un dispositif de signalement, ce 30-18 qui est un dispositif de conseil ponctuel. L'après est un peu presque inexistant, comme si on ne reconnaissait pas qu'il y a toute cette étape de reconstruction. Une reconstruction qui coûte cher pour les parents. Il y a ça à prendre en compte. Alors, le président de la République a fait un certain nombre d'annonces qui vont dans le bon sens. Le remboursement des consultations de psychologues. Dès 2022, je crois. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est super important parce que quand on est face à un enfant harcelé, la reconstruction, c'est quoi? C'est un psychologue. C'est généralement un diététicien parce que l'enfant connaît des problèmes de poids. Dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Du réapprentissage, parce que quand on est harcelé, on n'apprend pas bien, forcément. Il y a des choses qui passent en dehors des radars, donc il faut les réapprendre. C'est aussi se reconstruire par le sport et la culture, c'est aussi un fer de lance de notre association. Et puis, c'est tous ces personnels médicaux qu'on va avoir autour. Et un soutien d'enfants harcelés, c'est minimum 500 € par mois. Au quotidien, d'ailleurs, toi, Elodie, tu es très régulièrement en contact avec les parents, d'ailleurs, parce que tu es la porte d'entrée du soutien d'écoute que tu as auprès des parents. C'est vrai que l'association met en œuvre à chaque fois qu'il y a une victime qui nous contacte, ou ses parents, ou ses proches, un dispositif assez inédit. Concrètement, finalement, c'est un peu, on a reproduit ce que toi, tu as pu faire avec Camille. Oui, complètement. Ce que moi j'ai pu faire moi dans mon coin tout seul, c'est un peu ça qu'on a un petit peu, c'est croiser nos expériences et le reproduire à grande échelle auprès des... Et le reproduire pour les autres, parce qu'effectivement, on s'est aidés mutuellement, et on a aidé Camille mutuellement aussi. Avec l'association, on peut reproduire ce schéma-là, accompagner les enfants, accompagner les parents, accompagner la famille, parce que la famille en sens large, fratrie, etc. Parce qu'effectivement, le harcèlement, ça touche pas qu'un enfant. Bien sûr. Ça touche tout le cercle familial.
La vie au quotidien du coup de l'association, c'est beaucoup d'échanges du coup sur d'abord un traitement par nos bénévoles qui reçoivent les demandes des familles, des victimes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur notre ligne téléphonique, sur notre mail de contact. Et après, ces bénévoles-là donc se répartissent, nous transfèrent. Donc, s'il y a des parents à contacter qui transfèrent la demande, s'il y a des familles que moi je dois même appeler, moi je les appelle, ou les enfants eux-mêmes, parce que parfois ce sont les enfants qui nous contactent. Et puis finalement, au quotidien, c'est aussi avec ces familles des hauts et des bas aussi, parce que on vit avec eux finalement cette reconstruction. Parfois, comme ça peut être pour Camille, le cas, il y a eu des hauts, des réussites, il y a eu des bas, des notes, des mauvaises notes par exemple qui vont miner la confiance en soi de l'enfant, ou des bonnes notes qui vont reconstruire, ou des situations, voilà, qui sont difficiles à vivre et que l'enfant n'appréhende pas bien. Donc effectivement, c'est tout ça. Et puis aussi, la vie de l'association, c'est tout le combat qu'on mène auprès de nos chers parlementaires, de nos chers élus. C'est les collectivités locales qu'on accompagne dans un certain nombre de déploiements de dispositifs innovants, et notamment la ville de Mornan. C'est aussi ça, la vie de l'association, c'est se battre pour que les choses bougent. Les situations qu'on vit aujourd'hui, 19 enfants qui se sont suicidés depuis le 1er janvier 2021. Et que ces situations-là, il y en ait le moins possible. C'est vrai qu'à l'association, on a le travail du quotidien, d'accompagner les familles, les victimes, mais on a aussi ce travail de long terme, de dire que ce qu'on fait, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est du travail d'artisanat, si je puis dire, c'est du fait main, c'est pas quelque chose qui peut se déployer de façon pérenne et finalement de façon automatique. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est ce travail du quotidien et à la fois ce travail de faire évoluer les lois, faire évoluer les dispositifs à l'échelle nationale pour que un jour ou l'autre, on l'espère, on est peut-être utopique, mais qu'un jour ou l'autre, ce travail qu'on fait, l'État puisse le reprendre à sa charge, si je puis dire, que ce soit lorsqu'on veut créer ce délit spécifique de harcèlement scolaire pour que derrière, il puisse y avoir une prise en charge des soins thérapeutiques liés donc à la reconstruction, que ce soit de favoriser l'accès aux jeunes à une pratique artistique ou sportive comme passion pour se reconstruire et exprimer autre que par la violence son mal-être. Mais malgré tout ce travail, on a besoin d'aide tant humain, parce qu'on a de plus en plus de demandes chaque jour qui arrivent et on a besoin d'avoir des bénévoles nombreux sur toute la France. Il faut d'autant plus de moyens aussi financiers, parce que quand on a des jeunes qui sont issus de familles en difficulté et que les parents n'ont pas les moyens de financer cet accompagnement thérapeutique, comme le disait Elodie, qui revient à peu près à 500 € par mois. Pour l'instant, l'État ne prend pas en charge cela. Il faut bien trouver une solution. Donc nous, ce qu'on essaye, c'est ce fonds d'urgence qui permettrait pour les jeunes issus des familles en difficulté d'avoir un amorçage sur 6 mois, sur 1 an, de démarrer un accompagnement thérapeutique pour parer à l'urgence. Et puis, c'est également des soutiens, des relais, toujours plus de parlementaires, d'élus locaux, d'élus nationaux. On en a besoin parce que c'est à travers aussi le combat de l'association, c'est aussi une reconnaissance pour toutes les familles des victimes. Moi, je suis choqué qu'il a fallu que notre association se batte pour qu'en 2019, au-delà du droit de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire, on doive inscrire la définition du harcèlement scolaire qui n'existait pas dans la loi. C'est une aberration aujourd'hui. Et puis, Hugo, je rajouterais, tu as parlé du délit du harcèlement scolaire. Un certain nombre de parlementaires nous disent c'est pas possible, c'est pas machin. La mission du Sénat... Voilà, les sénateurs disent que c'est pas possible. Moi, je voudrais leur dire, tous ces parlementaires, ces sénateurs, ce délit, il est aussi pour une chose. C'est pour ces enfants harcelés, il y a un statut qui soit reconnu, c'est celui de victime. Et la seule manière d'être reconnu comme victime, c'est d'avoir un jugement de tribunal qui dise oui, mademoiselle X a été reconnue victime de harcèlement scolaire. Et ça, c'est primordial pour les victimes, pour leurs parents. Et également, je pense qu'il y a 2 choses. 1, il doit y avoir une sanction de l'enfant harceleur, une sanction de soins, une sanction de travail d'intérêt général, pourquoi pas, mais également pour les directeurs. Un directeur qui fait ce que le directeur de Camille a fait doit être sanctionné. Je pense qu'aujourd'hui, ce directeur ne devrait plus diriger l'école qu'il dirige. C'est tout. D'ailleurs, on le voit bien avec l'affaire Evaël. Pour rappel, donc, cette jeune collégienne qui a mis fin à ses jours des suites de harcèlement scolaire donc en 2018. Tout récemment, le principal a été mis en cause, il a été mis en examen. Il y a plusieurs auditions qui sont mises en œuvre pour
en comprendre davantage dans quelles circonstances il a été finalement soit témoin silencieux, soit actif, proactif dans cette situation-là. Ce qu'il dit, c'est qu'il a mis en place la méthode PICAS. C'est une méthode qu'aujourd'hui l'Éducation nationale réutilise à toutes les sauces, mais qui voit ça un peu comme un coup de baguette magique, en disant on met en place la méthode PICAS, la préoccupation partagée, et tout est magique, tout est résolu. Or non, Eva en est malheureusement, cette situation en est la preuve. Quand il y a une situation de harcèlement scolaire, c'est avant tout un engagement en fait, de la part de l'équipe pédagogique qui doit être mis en œuvre. Quand on sait qu'un jeune sur 10 minimum est victime de harcèlement scolaire, c'est chaque classe qui est concernée par le harcèlement scolaire. Et donc, c'est par l'engagement de cette équipe éducative, cette équipe pédagogique, que ces situations peuvent se résoudre. Pourquoi ? Parce que c'est par la collecte, le recoupage d'informations qu'on va pouvoir détecter le harcèlement scolaire. Si l'équipe pédagogique ne dialogue pas, ne met pas en commun ces remontées d'informations, là on passe à côté du harcèlement scolaire. Donc il y a un vrai enjeu de faire savoir, faire comprendre. Et ce délit, nous, c'est vraiment notre combat parce que il est là aussi pour rappeler que ça doit être interdit par la loi, au même titre qu'il est interdit d'insulter, de menacer, d'inciter au suicide. Et bien, ça doit être interdit de harceler à l'école un autre camarade de classe. Oui. Merci Elodie pour ton témoignage. Et puis on se revoit cette fois-ci à Lyon, du coup, très très vite. Oui, merci Hugo. Vous écoutiez Je te crois saison 2, le harcèlement scolaire. Réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins, Solal et Hugo, pour leur courage et leur combat.